Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Étrange semaine rythmée par la publication du patrimoine des ministres. On sait désormais tout, ou presque, de ce que possèdent les membres du gouvernement. Leur maison, leur compte bancaire, plus ou moins fournis jusqu'à l'heure. Vélo, le bal des patrimoines est ouvert. Certains applaudissent, d'autres critiquent. Réaction dans ce journal. Et pendant ce temps, la France prépare son programme pluriannuel des finances publiques. Un nom barbare pour décrire un document capital sur nos perspectives économiques. Cette feuille de route présentée ce mercredi en Conseil des ministres sera transmise à Bruxelles. Elle dit tout de la stratégie économique du gouvernement. Analyse ce soir avec Jean-Louis Gombaud, Nicolas Bavray et Henri Sterdignac dans un instant. Le climat continue de se tendre entre partisans et adversaires du mariage pour tous. L'hystérisation du débat fait craindre des dérapages pour les manifestations à venir. La date du 5 mai cristallise les craintes. Les anti-mariage homo seront dans la rue. Et ce jour-là, les partisans de Jean-Luc Mélenchon manifesteront à distance pour une 6e République. Le cocktail potentiellement explosif inquiète l'exécutif. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et on va commencer ce journal par cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Une double explosion s'est produite près de la ligne d'arrivée du marathon de Boston, en plein centre-ville, vers 15 h aux États-Unis. Selon la chaîne CNN, au moins 6 personnes ont été blessées et selon Fox News, 3 autres sont mortes. La télévision américaine, comme vous pouvez le voir sur ces images, diffuse des images de chaos, des rues jonchées de débris et de véhicules de secours. Aucune information pour l'instant concernant l'origine de ces deux explosions. Nous reviendrons bien sûr sur cet événement au cours de ce journal. Et retour en France à présent avec cet exercice de transparence, mais aussi une invitation à la curiosité que certains, à droite comme à gauche, dénoncent. La publication du patrimoine des ministres alimente déjà les conversations. Qu'y a-t-il derrière cette acquisition de biens immobiliers? Comment se fait-il que tel ministre soit à découvert compte tenu de son salaire, etc. etc. Et puisque le bal des patrimoines est ouvert, Monir Souci a sélectionné ceux qui se distinguent dans l'équipe gouvernementale. Regardez. Sur les 38 membres du gouvernement, Laurent Fabius est le plus fortuné avec un patrimoine de plus de 6 millions d'euros. Ses biens immobiliers sont répartis entre un appartement à Paris d'une valeur de 2 700 000 euros et 2 résidences secondaires. Il détient aussi plus d'1 million d'euros en actions placées dans la maison d'enchères Piazza. La ministre des Personnes âgées, Michèle Delaunay, possède également un patrimoine conséquent, valeur totale 5 400 000 euros, dont plus de 3 millions en propriété immobilière. La plupart provenant d'héritage. Michel Sapin détient quant à lui 5 propriétés dont le prix s'élève à plus de 2 millions d'euros. On apprend dans sa déclaration qu'il a également un bateau de pêche, son prix 4 000 euros. Le Premier ministre, lui, estime ses biens à 1,5 million d'euros, avec un appartement à Nantes de 650 000 euros et n'oublie pas d'intégrer son combi Volkswagen de 1988, évalué à 1 000 euros. Parmi les têtes d'affiche du gouvernement, Manuel Valls déclare un appartement de 254 000 euros à Évry et possède environ 1 500 euros sur ses comptes. Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, possède 40% d'un appartement parisien de 890 000 euros et 321 000 euros en banque. Il lui reste aujourd'hui 95 000 euros de prêts immobiliers à rembourser. Enfin, sur un point, le gouvernement est à l'image de la société. Les plus jeunes sont souvent les moins riches. Najat Vallaud-Belkacem possède 106 000 euros répartis sur plusieurs comptes. Elle n'est pas propriétaire, tout comme Delphine Bateau qui ne détient pas de placement. La ministre de l'écologie possède en tout et pour tout 16 000 euros d'épargne. Et il y a de nombreuses réactions ce soir après la publication de ces patrimoines. Le vice-président du Front National, Florian Philippot, dénonce, je cite, une opération de diversion qui ne sert pas à grand-chose. Le Parti communiste critique également l'initiative. Le ministre Pascal Canfin, qui a dévoilé, comme tous ses collègues, son patrimoine, affirme, je cite, se sentir blanchi en quelque sorte du soupçon général porté sur la classe politique par l'affaire Cahuzac.
Autre piste à présent, toujours dans ce débat pour plus de transparence dans la vie politique, le gouvernement souhaite s'attaquer à la cagnotte de la réserve parlementaire, un système dont certains dénoncent le caractère clientéliste et archaïque. Pour d'autres, au contraire, cette cagnotte est d'abord une aide pour les acteurs locaux. Les avis sont partagés, comme l'a constaté Mathilde Bélanger. Faut-il supprimer la réserve parlementaire? Cette cagnotte est attribuée chaque année aux députés et sénateurs qui la redistribuent ensuite sur leur territoire. Au Sénat, les avis sont partagés. Pour beaucoup, ce système est d'abord une aide pour les acteurs locaux. Ça me permet d'aider les associations et puis lorsque une commune a besoin d'une aide, je la donne. Ce qui me reste n'est pas si important que cela, donc je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de supprimer ça aussi. La réserve coûte chaque année 150 millions d'euros à l'État. 90 millions vont aux députés, 60 millions aux sénateurs. Mais plusieurs problèmes sont pointés du doigt. L'inéquité des dotations entre les élus, le manque de transparence et l'aspect clientéliste du système. Récemment, le sénateur Philippe Marini s'est fait épingler pour avoir largement financé avec cette somme le centre équestre de sa ville de Compiègne. Je ne vois pas de quel droit un parlementaire peut avoir une somme dont il dispose librement pour financer tel ou tel type d'opération. J'ai demandé à plusieurs fois que ça soit attribué de façon égalitaire entre tous les parlementaires, sans distinction d'appartenance à commission ou d'ancienneté et autres. Il n'y a pas moyen d'y arriver, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on arrête les frais. D'autres plaident pour une réforme du système, c'est le cas de Jean-Louis Masson. Le sénateur de la Moselle a présenté un projet de loi visant à rendre publique l'utilisation de cette réserve. Lorsqu'un sénateur, par exemple, s'en met plein les poches par le biais d'une association bidon, eh bien, comme ça serait publié, tout le monde saurait que l'intéressé a agi de manière malhonnête et automatiquement, eh bien, il y aurait des poursuites judiciaires à son encontre. La disparition de la réserve parlementaire pourrait être une mesure de la prochaine loi de finances qui sera examinée au Parlement à l'automne prochain. Et nos invités dans le 22h ce soir, je vous les présente avec plaisir. L'historien et économiste Nicolas Bavret, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Henri Sterdignac, bonsoir. Bonsoir. Économiste à l'OFCE et notre chroniqueur Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors messieurs, en dévoilant le patrimoine des ministres, le site internet de Matignon a battu des records de consultation qu'aucun projet de loi n'a jamais égalé. Voilà, c'est fait. Nicolas Bavret, est-ce que notre démocratie va mieux ce soir ? Non, je ne crois pas. Je pense que Claude Barthelone avait dit absolument la vérité sur ce point, c'est-à-dire qu'il avait dit que déclarer, contrôler, sanctionner éventuellement les fausses déclarations, ça c'était effectivement la transparence et la démocratie, et qu'à l'inverse, cette publication allait alimenter le populisme. Et je crois que malheureusement, ce que vous venez d'indiquer le confirme tout à fait. Donc on encourage les passions collectives au lieu d'encourager l'état de droit, et c'est tout à fait dommage. Et j'ajoute que si on avait dû procéder comme ça, très vraisemblablement, ni Léon Blum, ni Mendès France, ni même François Mitterrand, Jean Jaurès également, n'auraient jamais pu faire de la politique dans ce pays. Donc je crois qu'on est en train d'installer une idée totalement absurde selon laquelle, quand on a de la fortune, on ne peut pas être un homme d'État et on ne peut pas être un homme de gauche. Et je pense que historiquement et politiquement, c'est absurde. On voit que les patrimoines les plus étoffés, les ministres les plus riches sont montrés du doigt. Henri Sterdignac, est-ce que pour entrer en politique, comme on entre en religion, il va falloir faire vœu de pauvreté bientôt ? Je ne pense pas que ce soit le problème. Bien sûr, il y a des problèmes. Le problème, c'est quand même que maintenant, les classes populaires, les ouvriers, les employés ne sont plus représentés parmi les hommes politiques, et que les hommes politiques, ça devient une carrière après l'ENA ou après des études de droit, ce qui est quand même pas génial. Bon, évidemment, cette publication, c'est du voyeurisme. Ça remplace pas ce qu'on attend, c'est-à-dire des mesures fortes contre la fraude fiscale, contre l'évasion fiscale. Mais j'espère que ça va venir. Mais est-ce que vous saluez quand même, tous autour de cette table, une transparence responsable, même s'il faut dénoncer ces errements? La transparence, oui, la névrose de la transparence, non. Je ne crois pas que ce soit du tout un exercice responsable. C'est un exercice qui va déchaîner la démagogie. Comme on l'a dit, il y a des problèmes qui sont tout à fait différents et qu'on mélange aujourd'hui. Le premier problème, ça a été dit, il faut lutter contre la corruption. Donc ça... Les élus ont des responsabilités particulières, c'est des fonds publics, qu'on puisse suivre
leurs revenus et leur patrimoine, alors qu'on ne doit pas pouvoir le faire sur un citoyen, et ça fait partie des libertés, qu'on le fasse sur les élus, ça c'est normal. Ensuite, il y a un problème qui n'a rien à voir, et qui était d'ailleurs posé par, comme il vient de dire, par l'affaire Cahuzac, qui n'est pas du tout un problème de manque de transparence sur les revenus ou le patrimoine, c'est un problème de fraude fiscale. Donc ça, c'est un problème qui est différent. Ensuite, on a le problème... ça va venir dans le projet de loi de moralisation entre guillemets de la vie politique. Le problème des conflits d'intérêts, oui. qui est et le problème du cumul des mandats. Donc il ne faut pas tout mélanger. Et donc je pense qu'aujourd'hui, autant il était légitime de mieux suivre les revenus et les patrimoines, autant il est légitime d'améliorer le système sur les conflits d'intérêts et sur le cumul des mandats. Autant ce qui est fait là, je pense que Claude Barthelone a raison, c'est du pur voyeurisme et ça va aboutir à une logique politique catastrophique, c'est-à-dire qu'il faut bien voir là qu'on est en train de déclencher une espèce de dynamique de la haine et du ressentiment qui va être très difficile à arrêter et qui va sans doute revenir en boomerang. En même temps, la vers ceux politique, qui l'ont c'est une lancé. ascèse, c'est un don de soi, c'est un sacrifice à la nation, donc on peut tout montrer sans rien cacher. Jean-Luc Gombault, est-ce que c'est pas une petite révolution dans un pays où l'argent reste un sujet tabou? Oui, moi je pense que c'est quand même plutôt anecdotique. Je n'y verrais pas quelque chose de dramatique ou quelque chose d'enthousiasmant. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est il y a une case, il y a marqué « compte à l'étranger ». Et tout le monde a dit néant. Alors je pense que si M. Cahuzac avait eu à remplir cette case, il aurait mis néant également. Donc il y a un aspect même à la limite un peu grotesque qu'on peut dire dans cette histoire. Cela dit, quand même, il y a des choses qui qui m'ont intéressé, bon, peut-être un petit peu avec un œil peut-être un peu obscène, mais si on enlève les 8 millionnaires, nos ministres, les 8 qui déclarent, dans leur déclaration où il y a plus d'1 million d'euros, on s'aperçoit que les patrimoines des ministres sont assez modestes. On tourne autour de 500 000 euros. C'est un patrimoine, disons, quand l'âge moyen de... Non, l'âge moyen du gouvernement... Tout est relatif, hein, Jean-Louis. Oui, de 52 ans. C'est un patrimoine d'une profession libérale. C'est évidemment pas des gens du peuple, si on peut dire, mais on est sur des patrimoines. Évidemment, quand on voit que le patrimoine moyen des Français, c'est autour de 250 000 euros, 500 000 euros, 600 000 euros, c'est beaucoup plus. Mais on n'est pas sur des patrimoines que l'on rappelle de gens particulièrement riches. Et comme vous l'avez montré tout à l'heure, vous avez des patrimoines d'une très grande modestie. C'est d'ailleurs assez étonnant. Je remarque par ailleurs qu'il y a lorsqu'on demande au ministre de remplir des cases, il y a parfois ma profession. Alors, il y en a 2 ou 3 qui ont marqué ministre. Comme si c'était une fonction. Tout à fait, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Et puis il y en a un, de manière plus anecdotique, qui n'a pas voulu mettre son âge. Enfin, une qui n'a pas voulu mettre son âge. Bon, alors laissons-lui cette élégance. Alors laissons de côté cette transparomania. Et pendant ce temps, messieurs, alors que l'on épluche les patrimoines des uns et des autres, le gouvernement prépare un document important pour ce mercredi en Conseil des ministres, le programme pluriannuel des finances publiques, un nom barbare pour décrire un document que toutes les capitales européennes doivent transmettre à Bruxelles pour approbation, une feuille de route en quelque sorte de notre politique économique à venir. Nicolas Bavret, on va retrouver dans ce programme les prévisions françaises, croissance nulle pour cette année et un rebond en 2014. Est-ce que c'est crédible? Non, très clairement, absolument pas. D'abord parce que cette année, l'économie française va malheureusement être en récession et donc on va avoir une embardée terrible du chômage, des faillites. Et surtout, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il se passe une vraie rupture dans cette économie. C'est-à-dire que depuis 2008, la population a cru de 1,4 million de Français. Ça, c'est une très bonne nouvelle, mais le PIB en volume, il a baissé de 1%. Aujourd'hui, on voit que la production industrielle a diminué de 16%. Et donc, finalement, les 3 moteurs de la croissance, l'investissement régresse depuis maintenant des années, les exportations diminuent plus vite que les importations et la consommation, qui était ce qui tenait, est aujourd'hui en train de devenir également négative à cause du choc fiscal et donc de la baisse du pouvoir d'achat. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est rentré dans une spirale aujourd'hui de déflation, c'est-à-dire d'ajustement à la baisse de l'activité, des revenus, de l'investissement et de l'emploi. Et donc, il y a l'idée, on peut déjà discuter sur l'idée de savoir où est la croissance potentielle en France. Elle est sûrement maintenant bien en dessous de 1%. Mais je crois que pour les années qui viennent, si on ne change pas de politique, il est clair que ce sera croissance zéro dans le meilleur des cas. Est-ce que c'est un tableau apocalyptique que nous décrit Nicolas Bavret?
Nous n'aurons pas de croissance cette année et sans doute nous n'aurons pas de croissance l'année prochaine. Mais ça n'est pas propre à la France, hein. C'est l'ensemble de la zone euro qui est entraîné dans une histoire de fou où il nous manque à peu près 8 points d'activité causés par la crise économique. Et au lieu d'essayer de rattraper ces 8 points, on tape sur les pays en leur disant il faut faire de l'austérité, il faut faire de l'austérité, il faut faire de l'austérité. On demande à la France de faire 20 milliards d'austérité supplémentaires en 2014. Naturellement, ça va tuer la croissance. Et comme c'est pareil chez nos partenaires, on va avoir une zone qui, en 2013, va avoir une croissance négative. En 2014, va sans doute avoir une croissance nulle. Et tant qu'on sort pas, tant qu'on n'a pas une rupture avec la stratégie actuelle de l'Union européenne, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Les déclarations de certains ministres anti-austérité, François Hollande a réaffirmé sa ligne, le sérieux budgétaire, il n'en déviera pas, dit-il. Mais en Europe et en particulier en Allemagne, on s'inquiète, dit-on, de ce doute qui s'installe chez certains. Et on se pose la question, est-ce que François Hollande ira jusqu'au bout? Alors, si on reste dans le cadre économique, politique actuel, oui, il continuera. Je pense qu'il a fait un choix et qu'il s'y maintiendra. Vous avez remarqué que vos deux interlocuteurs disent l'un et l'autre, alors qu'ils ne sont pas du tout du même point de vue, si on ne change pas de politique, on va vers une situation dramatique. En gros, c'est ce que dit Nicolas Bavray et c'est ce que nous dit Henri Sterdyniak, mais derrière le mot de changement de politique, il ne pense pas du tout la même chose. Ça, je pense que c'est intéressant et ça montre le dilemme dans lequel on se trouve. Parce qu'effectivement, il faut quand même, je crois, reconnaître que la politique de rigueur chez nous, d'austérité ailleurs et de super austérité encore ailleurs, et pèse quand même sur le niveau de la croissance. D'un autre côté, si on écoute Henri Sterdyniak, qui est un peu dans une politique de favoriser un peu, abandonner cette politique et aller vers la relance, ça va donner du répit incontestablement en matière de taux de croissance, mais où on se retrouve dans les prochains mois en matière de dette et en matière de déficit. Et ça montre bien la difficulté. Il y a une sorte de prise en sandwich dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle nous n'arrivons pas à sortir. Ce qui est amusant demain, mercredi, c'est que le gouvernement doit présenter un programme pour 4 ans, pour 5 ans, dans lequel, en raison de la pression épouvantable de Bruxelles, des libéraux, des marchés financiers, il doit faire 70 milliards de réduction des dépenses publiques et en même temps nous dire qu'il va y avoir de la croissance. Donc c'est une mission impossible. Donc soit effectivement il va nous présenter quelque chose de totalement invraisemblable, soit il faut qu'il dise c'est pas possible. Peut-être a-t-il entendu l'appel de Nicolas Bavray, votre dernier livre, Réveillez-vous. Non, mais dans le constat que fait Henri Sterdyniak, la partie européenne est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on a bel et bien aujourd'hui 2 niveaux de crise. Il y a une crise européenne. C'est vrai que cette zone euro, c'est le seul des grands pôles de l'économie mondiale qui connaît ce que les économistes appellent un double plongeon, c'est-à-dire une récession plus une autre récession. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des choses qui ont été ratées. Le sauvetage financier de la Grèce ou maintenant de Chypre, ce sont des sauvetages extrêmement coûteux pour des résultats on s'inquiète de la Slovénie à venir et d'autres. Voilà, et il y en a peut-être d'autres. Et on sait aujourd'hui que si on doit faire le réglage, il faut étaler dans le temps l'ajustement budgétaire et accélérer les réformes structurelles parce que c'est par là qu'on peut arriver à faire de la croissance. Ensuite, il n'empêche qu'il y a la crise française. Celle-là, si je puis dire, elle est comme les visiteurs, elle ne date pas d'hier, parce que le dernier surplus budgétaire, c'est 73. Et que même si on ne peut pas... La dernière fois que le chômage a été à 7% dans notre pays, c'est 1977. Donc, c'est un pays qui, en s'enfermant dans la préférence pour la dépense publique et le chômage, a tué la production privée. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Il faut reprendre, si on veut remettre de l'emploi dans ce pays, recréer de l'emploi, si on veut arriver également à remettre nos finances publiques à l'équilibre et pour créer de la croissance, c'est aujourd'hui par le secteur privé qu'on peut y arriver. Pourquoi? Par une raison simple, c'est-à-dire que c'est très frappant.
sur toutes ces décennies, on a perdu 1 point de croissance par décennie. La dette publique, elle est passée de 20, elle sera à 95% du PIB en 2004. Et les dépenses publiques, elles sont passées de 40 à 57% du PIB. Donc, chiffre têtu, si vous voulez, l'idée de faire plus de dépenses, de cogner sur depuis 87, le secteur public croît plus vite que le secteur privé dans notre pays. Donc, c'est pas une autre politique, c'est la poursuite de tout ce qui a raté depuis 25 ans. Donc, essayons la vraie autre politique, qui est de se remettre à faire de la production privée, de l'emploi, de l'investissement, de l'innovation. Et monsieur Nicolas Bavrez oublie une troisième crise, qui est quand même la crise du capitalisme. Non, si effectivement la France était effectivement dans une situation dramatique seule, on comprendrait. Mais si vous regardez les États-Unis, la Grande-Bretagne, c'est pareil. Eux aussi. Les États-Unis, il y a 2,5% de croissance. Ils ont créé 2 millions d'emplois depuis 2 ans. Eux aussi ont des dettes et des déficits publics énormes. Les États-Unis, effectivement, ont de la croissance, mais en même temps, ils ont un déficit public de 7,5% du PIB. Ils n'ont pas fait la bêtise de la zone euro. Ils n'ont pas fait la bêtise de la zone euro de faire des politiques restrictives. Donc, la dette publique française, elle n'est pas exorbitante par rapport aux pays libéraux. Donc, il ne faut pas mélanger les problèmes. Exorbitante à partir du moment où on tue la croissance et où on tue l'emploi. Par ailleurs, vous savez que la règle d'or des finances publiques nous autorise à avoir un déficit public correspondant à notre investissement. Donc, la France a le droit légitime, d'après même les économistes les plus libéraux, d'avoir un déficit public de l'ordre de 2,5% du PIB. Cette norme d'équilibre, elle n'a aucun sens. Il n'y a pas de déficit public structurel en France si on tient compte effectivement de la profondeur de la récession et du montant de notre investissement public. Mais par ailleurs, je suis totalement d'accord avec vous que les entreprises investissent, qu'ils innovent. Et effectivement, on pourra réduire les déficits publics. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. C'est ça, ils ne le font pas. Ce qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, le taux de marge des entreprises est le plus faible du monde développé et le plus faible historiquement. C'est 27%, alors que c'est 40% en Allemagne. Donc effectivement, en Allemagne, on a des entreprises qui investissent, qui innovent, qui embauchent. On a 42 millions d'emplois maintenant en Allemagne. C'est une situation, on a un taux de chômage à 5,3%. On a 160 milliards d'euros d'excédents, ce qui montre d'ailleurs qu'on peut être dans la zone euro et pas forcément être dans la situation qui est la situation de la France. On a un budget qui est en surplus et on a une dette qui a diminué de 81 à 78% du PIB. Pour terminer, Jean-Louis, on a la preuve ce soir que le débat, en tous les cas, il existe entre les économistes, entre les politiques. Je fais une parenthèse pour rappeler que François Bayrou est inquiet. Ce soir, dans Le Monde, le président du MoDem lance une alerte rouge au président de la République. Il l'appelle à maintenir son cap et à éviter toute remise en cause de la politique du sérieux budgétaire. Je pense qu'il le maintiendra, toute chose égale par ailleurs, parce que la conjoncture risque de s'aggraver, il risque d'y avoir des mouvements sociaux qui risquent de changer la donne. Le débat auquel on vient d'assister va se poursuivre. Vous savez que la France va donc présenter son programme pluriannuel. Il sera critiqué par la Commission européenne parce qu'elle estimera que la France ne fait pas suffisamment d'efforts pour réduire son déficit en dessous de 3% en 2014. Sera-t-il approuvé? C'est qu'il doit être approuvé avant d'être soumis au Parlement. C'est ce qu'on appelle le semestre européen. Il doit être approuvé au mois de juin par les différents pays membres de l'Union européenne. Et ensuite, il viendra au Parlement. Toutes ces questions seront sur la table et ça va monter, je pense, compte tenu de la conjoncture, ça va monter en intensité dans les mois qui viennent. Le débat va donc se poursuivre, on aura donc l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités ce soir. Merci à vous. Merci. La suite du 22h avec, et nous vous l'annoncions au début de ce journal, cette double explosion qui s'est donc produite près de la ligne d'arrivée du marathon de Boston en plein centre-ville. C'était vers 15h aux États-Unis, 21h heure française, selon la police. Le bilan provisoire à cette heure-ci est de 2 morts et 23 blessés. Plusieurs engins explosifs ont été retrouvés dans Boston, mais toujours aucune information sur l'origine de ces 2 explosions. Barack Obama a ordonné que toutes les mesures soient prises pour enquêter et faire face aux conséquences de ce drame. New York, moins d'1 heure après les événements, a annoncé renforcer sa sécurité.
Voilà pour cette information à l'heure actuelle. Retour en France à présent avec ce climat qui continue de se tendre entre partisans et adversaires du mariage pour tous. L'hystérisation du débat fait craindre des dérapages pour les manifestations à venir. La date du 5 mai prochain cristallise les craintes. Les anti-mariages homo seront dans la rue et ce jour-là, les partisans de Jean-Luc Mélenchon manifesteront à distance pour une 6e République. Le cocktail potentiellement explosif inquiète l'exécutif. On voit tout cela avec Aurélien Romano. C'est ici, rue de l'Évangile, dans le 18e arrondissement de Paris, que 67 membres du Camping pour tous ont été mis en garde à vue après une tentative de camping sauvage devant l'Assemblée nationale. Des ordres invraisemblables qui aboutissent à la garde à vue dans des conditions au demeurant dignes et décentes, nous avons pu nous en assurer, de 70 jeunes dont le crime principal et de s'être installé devant l'Assemblée nationale, comme plein de gens le font, devant plein de parlements du monde, dans une forme contemporaine assez fréquente d'expression de la démocratie. Une action non revendiquée par le collectif Manif pour tous, mais soutenue par ses membres. Ils affirment se conformer à la non-violence et au respect du droit. La présence d'extrémistes et de groupes harcelant les forces de l'ordre dans leur rassemblement, ils la réfutent catégoriquement. Mais vous les avez vus dans nos manifs? Mais arrêtez de dire ça. Arrêtez cet amalgame. Soyez vous aussi citoyens, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'amalgame à faire. C'est pas les mêmes, d'accord? Il y a un moment, ça s'arrête et il y en a d'autres qui arrivent. Eh bien, vous demanderez à M. Valls qu'il fasse le ménage. Voilà. Si ces gens n'ont pas d'avoir à l'expression parce qu'ils sont anti-républicains, eh bien, que le gouvernement fasse son boulot. Le gouvernement serait responsable des violences. C'est aussi le propos de l'Institut Civitas, membre du Printemps français. Un mouvement appelant à une contre-révolution et comparant le gouvernement au régime Ben Ali ou Moubarak. Au sein de la Manif pour tous, il y a des gens qui sont pour cette lame de fond qui est en train d'emporter le pays, donc qu'on appelle le Printemps français. À Civitas, nous nous rapprochons aussi de cette lame de fond, mais complètement informelle. Voilà. Je veux dire, et les violences, quant aux violences, je vous le dis, elles sont du côté des forces de l'ordre, pas des nôtres. Encore une fois, je vous demande de me faire le compte des voitures brûlées qu'il y a eu, ou des CRS blessés, tout ça, il n'y en a pas eu. Le mouvement anti-mariage se fissure et se radicalise sur des actions ponctuelles. Pour ressouder les troupes, les Manifs pour tous appellent à un rassemblement dimanche et ils participeront à la journée du 5 mai, mais pas au même endroit que Jean-Luc Mélenchon, précise-t-il. Et la dernière page du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Nicolás Maduro proclamé officiellement nouveau président du Venezuela au lendemain d'une élection très serrée. Avec seulement 250 000 voix d'avance, il est contesté par son adversaire Enrique Capriles qui demande que les voix soient recomptées. Une démarche soutenue ce soir par la Maison-Blanche et l'Organisation des États américains. Où se cache Redouane Faïd? Est-il toujours sur le territoire français? 48 heures après sa spectaculaire évasion de la maison d'arrêt de Séquedin, dans le nord, près de la frontière belge, le médiatique braqueur reste introuvable. Plus d'une centaine d'enquêteurs sont désormais à ses trousses. Un mandat d'arrêt européen a été lancé samedi. Interpol a diffusé aujourd'hui à 190 pays une notice rouge, sorte de fiche descriptive du fugitif. Tir nourri de grenades lacrymogènes contre tir de cailloux. À Notre-Dame-des-Landes, ce matin, de nouveaux affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et opposants au projet d'aéroport. Un gendarme mobile a été bousculé par un groupe dans un fossé et a fait l'objet d'un jet à tir tendu et à bout portant d'un cocktail Molotov alors qu'il se trouvait à terre. 3 gendarmes et au moins un manifestant ont été légèrement blessés. 2 personnes ont été interpellées. Simplifier le mode d'indemnisation des chômeurs, c'est ce que recommande le médiateur de Pôle emploi, Jean-Louis Walter, dans un rapport dévoilé aujourd'hui. Né à une époque où le CDI était la norme, le système d'indemnisation est selon lui aujourd'hui inadapté au marché du travail. Il note par ailleurs recevoir de plus en plus de courriers de menaces et chantage au suicide. C'est souvent ce qui arrive dans les cauchemars, venir tout nu au travail. Pour Plantu du Monde, c'est un peu ce qui est arrivé aujourd'hui aux membres du gouvernement qui ont dû dévoiler au grand jour leur patrimoine. Voilà, et avant de clore ce journal, je vous en rappelle la principale information. Le président américain Barack Obama vient d'ordonner que toutes les mesures soient prises pour enquêter et faire face aux
aux conséquences d'une double explosion qui s'est produite tout à l'heure près de la ligne d'arrivée du marathon de Boston, en plein centre-ville. C'était vers 15 h aux États-Unis. Selon la police, le bilan, toujours provisoire, est de 2 morts et 23 blessés. Plusieurs engins explosifs ont été retrouvés dans la ville, mais toujours aucune information à l'heure actuelle sur l'origine de ces 2 explosions. Voilà, pour cette information, c'est la fin de ce journal. Merci bien sûr de votre fidélité. Votre soirée se poursuit sur Public Sénat avec le film, le documentaire, Un choix pour la vie. Belle et douce soirée. À demain, avec plaisir. Paris, 19e arrondissement. Hôpital pour enfants Robert Debré. Ici, on suit près de 3000 grossesses par an en utilisant les techniques les plus perfectionnées d'imagerie médicale. Ces images ont bouleversé notre rapport à l'enfantement en dévoilant le mystère jusque-là contenu dans le ventre de la femme enceinte. Ces images ont créé un pouvoir inédit, celui de décider de poursuivre ou non une grossesse en fonction de ce que l'on voit sur l'écran. Ce pouvoir est encadré par une loi qui autorise l'interruption médicale de grossesse en cas d'affection d'une particulière gravité. C'est aux médecins d'apprécier au cas par cas cette particulière gravité. À eux de se débrouiller avec cette responsabilité sans précédent. Edith Vuillard est échographiste à Robert Debré. Elle reçoit ce matin Madame Bernard qui attend des jumeaux. Vous allez vous tourner sur le côté, vous allez regarder ce mur-là. Voilà. Lors des examens précédents, on a observé qu'il manquait à l'un des fœtus la moitié d'un bras et la moitié d'une jambe. L'échographie d'aujourd'hui sert à confirmer le diagnostic avant de réfléchir au devenir de la grossesse. Alors ici, je reprends le bras droit. Voilà. Bon, je retrouve la même description que je vous avais donnée la dernière fois. Je retente le fémur, le voilà. Je le remesure parce qu'il est beaucoup plus photogénique que tout à l'heure. Bon, pour l'instant, je retrouve exactement la même chose que ce qu'on vous a dit. Donc, ce qu'on va faire, on va présenter votre dossier. On va demander l'avis à des tas de collègues, de façon à ce qu'on essaye d'avoir la bonne décision. Et puis après, on en rediscutera avec vous. D'accord? Vous avez des questions à poser? Le dossier du fœtus de Madame Bernard est examiné le lendemain au staff anténatal. Chaque jeudi, les spécialistes de l'hôpital se réunissent pour discuter du suivi des grossesses à risque sous la direction du professeur Jean-François Houry, chef du service gynécologie obstétrique. L'anomalie dont souffre le fœtus de Madame Bernard se situe au niveau des membres. L'orthopédiste Philippe Souchet va donc être sollicité pour ce cas. Il s'agit bien de 2 garçons dizygotes et on avait fait une PSF pour le fait une PSF pour éliminer le fanconi et il n'y a pas de fanconi ni sur l'un ni sur l'autre. Mais a priori, c'est une anagénésie transversale pour l'avant-bras, c'est-à-dire un appareillage d'amputation pour l'avant-bras. Donc pour l'avant-bras, c'est un appareillage, c'est une main synthétique, donc sans possibilité de fonction du côté droit. Pour le membre inférieur, c'est a priori un appareillage pour égaliser. C'est ces enfants-là pour lesquels de temps en temps on propose l'intervention de Van Ness qui permet de transformer la cheville en genou de façon à ce qu'on puisse faire un appareillage seulement de jambes. Parce que qu'est-ce qu'ils disent les parents là? Parce que s'ils demandent une interruption médicale de grossesse. À l'échographie, ils n'ont strictement rien dit, rien demandé. C'est pas une raison pour pas les voir. Je leur ai expliqué clairement ce qui manquait au niveau des membres. Et ça l'a déclenché
aucune réaction chez eux. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on discute avec eux. Oui. Mais admettons qu'ils demandent une interruption de grossesse. Non, sélective. L'autre, il a Oui, rien. sélective. Oui, sélective. Enfin, il a un rappel, vient. Non, mais d'accord, mais admettons qu'ils demandent une interruption sélective de grossesse, ça te paraîtrait licite ou... Bah, ça, la discussion est toujours, c'est une vie, c'est pas possible, c'est au-delà des possibilités thérapeutiques de guérison. Par contre, c'est une vie avec un appareillage, une fausse main et une amputation de membre inférieur. Oui, donc on est dans le subjectif complet, là, je veux dire, c'est... Pour organiser une consultation avec le couple, qui viennent voir Monsieur Souchet avec un de nous. On verra comment ils réagissent déjà, parce que c'est vrai que ils vous ont pas harcelé au téléphone, Non. ils vous ont pas dit qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, bon. Avant d'organiser la réunion avec l'orthopédiste, la sage-femme reçoit les Bernard. Sa fonction ne lui permet pas de leur proposer une interruption de grossesse, mais elle doit se montrer à l'écoute de leur position. Vous allez rencontrer le docteur Souchet, qui est orthopédiste à l'hôpital, qui prend en charge ces enfants-là, qui ont des soucis de bras, de jambes, et qui va bien vous expliquer, d'après les images qu'on a vues en échographie, quelles sont les possibilités à vous proposer dans votre bout de chou. D'accord ? Excusez-moi. Ouais. Et quelle vie vous croyez qu'il va avoir cet enfant avec la moitié d'un bras et la Ça, moitié d'un justement, c'est le docteur Souchet qui va pouvoir répondre à toutes ces questions quand vous allez le voir mardi. Moi, je ne suis pas orthopédiste, je suis sage-femme. Hein. J'organise les rendez-vous et lui, il est plus à même de pouvoir répondre à toutes vos questions parce que c'est son domaine, c'est son métier. Justement, la réunion est faite dans ce sens-là, hein, pour qu'il puisse vous expliquer qu'est-ce qu'on va procéder, enfin tout ce que ça peut impliquer comme prise en charge. Hein. Moi, je suis pas convaincu. Moi. Vous n'êtes pas convaincu d'eux? Je suis pas convaincu. Moi, vous me dites qu'il va avoir un orthopédiste. Je vois pas ce qu'il va faire de plus, l'orthopédiste. Ah bah déjà, vous me posiez une question, déjà répondre aux questions que vous vous posez. Ouais, non, de toute façon, on verra ça à la réunion du 6. Hein. Voilà, tout simplement. Vous me parlez d'orthopédiste. Moi, à cause d'un orthopédiste, j'ai perdu la moitié de mon bras. Donc, les orthopédistes, je les connais. Je les ai pratiqués pendant 10 ans. Oui, bah oui. Mais non, moi, je vois pas quelle vie vous allez apporter à cet enfant en lui collant des prothèses partout. Et alors, votre position serait au jour d'aujourd'hui? Parce que vous en discutez forcément, vous deux, tous les deux, de cette situation. Et votre position aujourd'hui serait? Non, justement, on n'est pas sur une position du tout. Vous n'êtes pas... non? Et vous, c'est pas ce que vous pensez, alors? Si, je pense comme lui. Parce qu'il y en aura 7 derrière. Donc c'est vrai que... On en aura 7 derrière. Voilà. Et qu'un enfant comme ça prend pas 5 minutes dans la journée, ça prend 100% de son temps. Donc ça veut dire plus de travail et tout ce qui va avec. Mais moi, je peux pas penser comme lui. Parce qu'il bouge en moi, je le sens bouger. Voilà, donc j'ai une autre... Vous avez une autre perception. C'est normal, oui, il y a une autre perception, une autre approche, évidemment. Ouais. Pas ressentir le truc de la même façon. Elle l'a dans le ventre, déjà juste le fait de le voir bouger à l'échographie. Je me rends bien compte que c'est un enfant, je me rends bien compte que c'est mon enfant. Mais faire un enfant pour le condamner à avoir une vie de merde, parce que c'est ce qu'il aura. On sait très bien comment ça se passe en France. Les instituts spécialisés, il n'y en a pas. Il va faire quoi? Il va passer sa vie dans une chaise roulante. C'est l'orthopédiste qui va pouvoir vous expliquer un petit peu la prise en charge et voir ce qu'on fait pour la grossesse et où on se situe tous. Hein. Apparemment, ça prend du temps. Il a une jambe qui est 50% plus courte que l'autre. Oui. Mais il a un pied assez bien. Oui. Je préfère sortir. Comment demander l'arrêt de la vie de l'enfant que l'on porte? Chaque jour dans cet hôpital, des mères sont confrontées, comme Madame Bernard, à cette question apparemment impossible.
La loi qui rend cette question possible, il faut savoir comment la manier. Cet après-midi, le professeur Houry en enseigne les fondements à la nouvelle promotion de l'étudiant hospitalier. L'article 162-29 précise que s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une infection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, la grossesse peut être interrompue à toute époque. C'est très important à toute époque, hein, parce que la plupart des pays, à partir de 24 semaines, on ne peut plus faire d'interruption médicale de grossesse. En France, on trouve une pathologie grave à 32 semaines, on peut prendre le temps, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas traîner tout de même, mais d'explorer, de savoir vraiment si c'est gravissime ou si c'est gérable. Et pour les patientes, on ne va pas se précipiter. Alors aux États-Unis, à 23 semaines, ils se précipitent pour interrompre la grossesse. Mais ils ne prennent pas le temps d'explorer les choses, de faire des IRM, des choses comme ça, pour savoir si vraiment il y a une pathologie d'une particulière gravité. Donc vous voyez que le fait de ne pas avoir de limite de terme, eh ben, c'est une sécurité pour les patientes, où quand on décide d'une interruption médicale de grossesse, eh ben, il y a vraiment des raisons médicales pour le faire. Madame Kalamba ? Alors le problème pour surveiller les mouvements du bébé, c'est que ça peut durer 5 minutes s'il pédale beaucoup, ouais. Ça peut durer 3 heures s'il veut rien faire. Le fœtus de Madame Macedo manque de liquide amniotique et ne bouge pas assez. En lui réinjectant du liquide, une gynécologue de l'hôpital l'avait senti bouger. Mais pour le staff, seule l'observation effectuée par une échographiste référente comme Edith Vuillard est valide. J'ai des petits mouvements au niveau des 2 pieds et d'une main. Bon. Mais pour que je sois contente, il ne faut pas des petits mouvements comme ça. Il me faut des mouvements vifs et amples. Ça, c'est des mouvements de bébé qui dort. C'est pas suffisant. Alors là, vous le voyez de face. Ouais. Les paupières un petit peu entrouvertes. Vous voyez qu'il ouvre les paupières. Ah, oui. Bon. Les paupières fonctionnent, mais c'est pas tout. Il me faut encore un peu plus de mouvement au niveau des jambes. Il faut qu'il soit capable d'avaler, il faut qu'il pédale, il faut que les mains soient en flexion-extension. Donc il doit montrer tout ce qu'il sait faire. Je n'aime pas cette faible mobilité au niveau des membres inférieurs, surtout avec un siège. Il n'a pas fléchi les genoux, du tout. Et ça, quand on lui remet du liquide, en général, ils se mettent à bouger beaucoup plus. Et même s'il a été un peu coincé avec les jambes en extension, les bras les rebougent, donc les jambes auraient dû bouger aussi. Je lui demande pas de plier, de mettre les pieds sous les fesses, mais au moins de plier les genoux, chose qu'il n'a pas faite du tout. À l'école, elle disait qu'elle ne l'avait pas senti pendant l'examen, mais moi je l'ai senti sous la sonde. Hein. Et puis c'est vrai qu'il bougeait, il nous embêtait quoi, pendant qu'on remettait le liquide. Donc là on fait un contrôle, il faut combien de temps pour avoir les résultats le SMA, le Willy Prader et le Stener, il faut combien de temps? Oui, donc ça va coller avec l'écho des vies. Et puis comme ça, on fait le point. Et au point de vue cérébral, vous n'avez pas de doute sur non, pour l'instant, tout va bien. Une pathologie neuro? Non. L'immobilité du fœtus de Madame Macedo n'est pas certaine. Mais le staff ne peut prendre le risque de passer à côté d'une grave pathologie fœtale. Il faudra donc poursuivre les investigations. Madame Hamzaoui porte un bébé un peu petit, raison pour laquelle sa grossesse est surveillée de près. Mais on ne sait jamais ce qu'une échographie peut révéler. Ah, là, il tend les doigts, donc ça commence à m'intéresser. Donc il a un 5e doigt qui est bien tendu. Et ça, c'est bien aussi. Bon, j'ai toujours une interposition de la langue, c'est-à-dire une langue un petit peu entre les gencives. Là, c'est vrai que l'interposition de la langue peut faire partie des petits signes de trisomie 21. Mais ne vous inquiétez pas, dans le sens où
tous les autres examens, on a cherché des anomalies, des signes de trisomie 21. J'ai regardé si il savait tendre le 5e doigt, si le gros orteil était écarté ou pas. C'est pas des malformations, mais c'est des habitudes de trisomie 21 que je cherche chez votre bébé. D'accord ? Parce qu'en fait, les signes qui vous inquiètent, c'est sa taille. Alors, non, pas du tout. C'est juste le fait qu'il ait une langue entre les deux gencives et qu'on la retrouve à plusieurs moments. Mais je vous ai dit, ça a une faible valeur à cet âge-là, d'autant plus que votre bébé n'arrête pas de téter. Bon, il y a aussi des bébés qui sont... Enfin, on a plein de petits signes, si vous voulez, de trisomie 21 qu'on a cherché chez votre bébé qu'on n'a pas trouvé. Donc, conclusion, le risque nous paraît très faible. Je ne pense pas qu'on va vous conseiller de faire une amniosynthèse, mais on va en discuter entre nous pour voir. Hein. Toujours pareil, plus on cherche de choses, plus on trouve des bébés à la limite de la normale, hein, et plus on se pose des questions. Se poser des questions, ça ne veut pas dire que votre bébé est anormal. Ça veut dire qu'on essaye de vous dire un petit peu où on en est. Voilà. La trisomie 21 est une cause admise d'interruption médicale de grossesse. Pour diagnostiquer cette pathologie avec certitude, il faut effectuer une amniosynthèse, ce qui entraîne un petit risque de fausse couche. Avant de pouvoir se prononcer sur la nécessité de cet examen, Edith Vuillard doit scrupuleusement étudier les clichés du fœtus réalisés pendant l'échographie. Quand on regarde les petits signes, on dit petit néron. Bon, petit néron, oui, mais il n'a pas une lèvre. Alors, lèvre boudeuse. Enfin, il y a plein de caractéristiques. Alors, est-ce qu'il a un petit néron, un petit... Non, la lèvre, elle n'est pas boudeuse. Je veux dire, elle est vraiment dans le même plan, c'est tout le menton. Non, il n'y a pas de comblement. Je ne suis pas parfaitement de profil là sur ce cliché-là. Voilà. Donc sur tous les petits signes qu'on a pu aligner, il y en a très peu qui sont en faveur de la T21. En plus, il a un bilan qui est négatif avec la nuque et la T21. Donc bon, je ne sais pas ce qu'ils vont dire au staff, mais à mon avis, je ne pense pas qu'ils vont proposer la myosynthèse. Exactement. Finalement, la myosynthèse ne sera pas proposée. Des cas comme celui de Madame Hamzaoui constituent l'ordinaire des médecins de Robert Debré. Une inquiétude naît, on fait des vérifications, le cas quitte le couloir du diagnostic anténatal ou au contraire y poursuit son chemin. Pour faire fonctionner ce système, il faut une véritable mécanique administrative, une machine bien huilée qui traite des dizaines de dossiers par semaine venant de tous les hôpitaux environnants. Tous les jeudis midi, le professeur Houry et le docteur Huel effectuent un premier tri de ces dossiers afin de désengorger le staff anténatal de l'après-midi. Ça, j'ai pas noté. Bon, je leur dirai au fil. Et donc, la dernière... c'était quoi? Oui, donc cette patiente, en fait, c'est un anamyose confirmé par Nadia. On a 19 semaines. C'est la première fois qu'on la voit? Oui. C'est pourquoi il y a un anamyose? Mais elle a eu des métrorragies, 2 épisodes en début de vers les 13 et demi. Et en fait, on a un anamyose qui persiste depuis 15 jours. Il faut lui parler des risques et lui proposer une IMG. Oui, mais est-ce qu'on a besoin d'en parler au staff? Non. Donc, proposition. D'accord. L'après-midi, il restera encore une vingtaine de dossiers à examiner. Le staff étudie les cas par spécialité successive. Aujourd'hui, on commence par la neurologie. Patient de 30 ans, actuellement à 35 semaines d'aménorrhée. Premier dossier. Un fœtus de 7 mois et demi semble présenter une malformation cérébrale pouvant justifier une interruption médicale de grossesse. Problème, le cerveau est encore un peu petit pour que l'IRM permette d'affirmer la présence de cette anomalie. Et donc là, on va vous montrer l'IRM. Oui, il y a un petit doute. Donc, sur une petite image, on voit ce petit contour un peu festonné sur ce contour, sur un nodule paraventriculaire gauche. Et c'est un doute. Voilà. Parce qu'on ne verra pas l'écho des hétérotopies. Donc ça se tient complètement de refaire une IRM de contrôle, ne serait-ce que pour affirmer ou infirmer l'hétérotopie. Ça sera déjà un peu plus facile. Et on peut le faire quand dans 8 jours? Assez rapidement, parce qu'elle est à 35-36 là. Oui, mais enfin, à la limite, je préfère qu'on attende 15 jours et que... L'IRM, elle l'a déjà eu la semaine dernière. On n'a pas de place avant le 30. Elle a une map sévère, hein?
Elle a un col à 2 doigts, oui. Stocolise, hein. Si, elle a une map sévère, ouais. Elle est chez nous. Non, là, elle est chez nous. Cette menace d'accouchement prématuré change la donne, car si la patiente accouche avant la prochaine IRM, elle n'aura plus le choix de garder ou pas son bébé. Ok. Ouais. Bon, donc pour l'instant, on vous la garde au chaud. Après? Au staff, les médecins sont entre eux. Ensuite, il faut rencontrer les parents et leur parler du devenir de la grossesse. Ce vendredi, le professeur Houry et le docteur Souchet reçoivent les Bernard qui attendent des jumeaux. Vous connaissez Claire, hein, et Dominique qui est la psychologue, hein, d'accord. Et alors vos jumeaux, c'est deux garçons, hein, ça vous savez. C'est 2 garçons différents, c'est des faux jumeaux, hein. Il y en a donc un à qui on a trouvé un petit problème de rein, mais le cariotype est normal. Enfin, il n'y a pas de pâteur. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on connaît bien, qui est une malformation qu'on peut dire entre guillemets mineure, d'accord. Et l'autre qui a ce problème donc de membres, hein, donc va vous parler Monsieur Souchet, d'accord. On voit un petit peu avec vous ce que vous envisagez pour l'avenir. Donc là, en fait, ça consiste en vous montrer des photos d'enfants en cours de traitement ou en fin de traitement qui ont des malformations à peu près comparables. Hein, c'est jamais exactement la même chose. Alors, il y a 2 problèmes particuliers, puisqu'il y a d'une part un membre supérieur. Un membre supérieur, c'est pas tout à fait ce que je vais vous montrer, parce qu'il semble que sur les échographies, ce soit une agénésie que de l'avant-bras. Et il se trouve que dans mon catalogue, si vous voulez, c'est une agénésie que du membre supérieur complet. Alors, terminal, c'est-à-dire que bon, j'en ai complet, c'est pas grave, mais si vous voulez, pour vous donner une idée, le seul traitement, bien sûr, quand il y a une agénésie, c'est pas d'inventer une main, de faire quelque chose, c'est de mettre un appareil, c'est-à-dire que une fois qu'ils sont complètement habillés, alors ils n'ont pas besoin de ça puisqu'il y a le coude qui est normal, mais ils ont une main comme ça, c'est-à-dire une main qui est, en plus gros, une main qui est comme ça. C'est esthétique, hein, parce que c'est d'accord, esthétique. Ouais. Je pense que dans les agénies d'avant-bras, les mains bioélectriques, c'est-à-dire les mains où quand on fait des contractions du muscle, on fait bouger les doigts et on fait une pince, sur les congénitaux, c'est difficile de les faire utiliser, mais parce qu'en fait, dans leur cerveau, si vous voulez, ils n'ont pas non plus la commande qui fait fonctionner la main, à différence des traumatiques qui ont déjà utilisé leur main pour faire. Ce bébé, il n'a jamais eu sa main dans son schéma cérébral, donc il n'en a pas besoin. C'est un peu, c'est plus le visage des autres. Exactement. Ouais. C'est la main droite qui lui manque, mais il écrira avec la main gauche. Même s'il devait être droitier, il sera gaucher. Et donc, effectivement, l'autre sert quand même, hein, parce que l'autre, avec ou sans prothèse, ça permet de tenir quelque chose, de tenir la feuille, de manger, mais... Il s'en sert très bien, de son voyant. Et lui, il n'a jamais eu sa main dans son schéma. D'accord. Donc ça, c'est la première partie. Alors, attendez, ça, je vais le gérer. Alors, par contre, au niveau du fémur, ça, c'est plus compliqué, dans la mesure où... Excusez-moi, oui, de toute façon, pour la main, je pense qu'à part... une prothèse juste pour l'esthétisme. C'est juste pour l'esthétique et rien quand ils sont habillés, parce que souvent ça les barre la prothèse, ils la mettent fort. Dès l'instant où, dès le départ, il n'a pas eu... Il n'y a rien d'autre, et en général d'ailleurs ils ne la mettent pas les prothèses dès que vous allez le dos tourner, parce qu'eux ils ont besoin d'une sensation si vous voulez, donc leur moignon de main est beaucoup plus utile qu'un truc en plastique. Par contre quand ils atteignent l'âge adulte, et qui s'habillent, qui sont chics et tout ça, souvent ils mettent pour le look, avec un gant, n'importe quoi, personne ne se rend compte de rien, sauf que ça ne bouge pas. Ok. Alors ça pose quand même un problème, le fait qu'il ait la main, c'est que par contre c'est difficile d'utiliser des béquilles, parce que c'est pas une vraie main. Ou alors il faudra qu'on s'arrange pour mettre un système qui puisse utiliser des cannes, parce qu'il a le membre inférieur. Ce qui complique les choses, il aurait que sa main, je veux dire entre guillemets, ça serait relativement simple. Ce qui complique beaucoup les choses, c'est qu'il a en plus le problème de la jambe. Alors le problème de la jambe, c'est une agénésie du fémur, c'est-à-dire que ça ressemble à peu près à ce que vous voyez, attendez, je vais le mettre en grand, sur cette image. Ça, c'est un petit bébé, c'est pas un nouveau-né. Et vous avez un raccourcissement, c'est que vous voyez, le tibia est à peu près normal, ils sont toujours un peu plus petits. Quand il y a une agénésie du tibia, le fémur est un peu plus petit, et quand il y a une agénésie du fémur, le tibia est un peu plus petit. Vous avez le tibia d'un côté. Le tibia est là, et le fémur, vous voyez, celui-là, c'est un peu plus que 50%, il doit avoir 60% de moins, donc c'est un peu plus grave que votre enfant. Vous voyez les deux fémurs, tiens. Voilà la différence. Hein, vous voyez la différence. Hein. Okay. Et donc, si vous regardez avec les différentes radios en différents âges, ça fait ça. Vous voulez qu'on fasse une pause ou... Donc ça, c'est une forme plus minime. Vous voyez, vous êtes entre les deux. Vous voyez, lui, il manque à peu près 20 ou 30%, alors que celui-là, il en manquait 60%, mais si vous voulez, c'est toujours par atténuation. Alors, le principal traitement le plus simple et le plus fiable, c'est ça, c'est-à-dire de mettre un appareillage type amputation
de façon à ce qu'ils aient le bassin équilibré, qui marche avec appui total et avec le pied sur un appareillage. Ça ne nécessite pas d'intervention chirurgicale. On attend qu'ils aient l'âge de la marche, on leur met un appareil comme ça qui leur permet de marcher sur leurs 2 membres inférieurs. C'est une pathologie qui est lourde pour un petit bébé, qui est difficile, Bon, au point de vue cérébral, a priori, il n'y a pas de souci, c'est un bébé qui aura un développement cérébral normal, mais il a tout de même ce handicap qui est important. Vous voyez que le traitement, il est tout de même limité. Donc, il faut que vous réfléchissiez à ce que vous envisagez. L'option si vous demandiez une interruption médicale de grossesse, je veux dire qu'a priori, c'est quelque chose que le centre pluridisciplinaire accepterait. Parce que le bébé, il n'a pas seulement la main, seulement la jambe, il a les deux, et que si vous demandiez qu'on interrompe la grossesse, on accepterait. Mais ça, c'est une discussion après qu'il faut que vous ayez, vous tous les deux, pour savoir ce que vous voulez faire. Et puis après, je vous expliquerai dans ces cas-là comment ça se passe. Par contre, vous pouvez avoir toutes ces autres questions que vous voulez. Pour moi, puisque en fait, c'est moi qui peux répondre à vos questions sur l'orthopédie. Si vous voulez qu'on se revoie, je vous dis pas jeudi parce que c'est férié, mais ça peut être demain, ça peut être le jeudi d'après. Enfin, il faut peut-être pas trop attendre non plus, je ne sais pas combien vous en êtes, mais... de toute façon, c'est une grossesse gémellaire, donc, donc ça se fait le plus tard possible ou... Ça se fait... Oui, on a 15 jours devant nous. On a 10-15 jours. Là, on s'adapte en fonction de ce que vous nous dites. Non, mais le problème, il est que, au départ, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un problème avec le bras. Nous, on s'y est fait rapidement, ça ne nous posait pas de problème. Mais que, voilà, 2-3 mois plus tard, on vient de nous dire, ouais, mais il y a aussi un problème avec la jambe et qu'en plus, elle est réduite de 50%. Bien sûr. Ça change complètement la donne. Mais on est bien d'accord, c'est pour ça qu'on voulait qu'on en parle ensemble, qu'on vous explique un petit peu, et que nous, après, c'est vous qui nous dites un petit peu ce que vous voulez faire. Mais c'est vrai que c'est plus une amputation de membres supérieurs toute seule. Bien sûr. C'est plus compliqué. Non, mais je vous dis, ça change complètement la donne. Au point de vue... Il faut bien comprendre que nous, des enfants, on en a déjà 6. handicap, c'est plus important. Ils sont tous les âges, c'est ça? Ouais, ça va de 5 ans à 16 ans. Le dernier, 5 ans. Ouais. Alors, si je résume, vous aviez 3 bébés au départ. Oui. Il y en a un qu'on a réduit pour avoir uniquement 2 bébés. Et sur l'un des bébés, on a trouvé à la dernière échographie une fente au niveau de la lèvre. C'est ça? Une suspicion, tout à fait. D'accord. Oui. C'est froid, ça va se réchauffer vite. Alors, vous regarderez sur l'écran. Voilà, j'ai pratiquement ce que je veux. J'ai encore l'arcade dentaire à revoir et je vous explique tout. Alors, vous allez vous rhabiller, je vous donne des Kleenex et puis je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer. D'accord? Vous avez donc une fente de 5 mm, une fente pratiquement d'1 mm de ce côté-là qui est très très fine. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à la voir vu les conditions techniques. Alors, il a également, donc, toute la fusion du palais et de la lèvre se fait en même temps, c'est-à-dire ça va dans ce sens-là. Donc, s'il y a ces fentes-là, il y a aussi une fente au niveau du palais parce que ça n'a pas pu se rapprocher, et une fente au niveau de l'arcade dentaire parce que même chose, ça n'a pas pu se rapprocher et se souder. Donc, ça veut dire que pour nous, c'est pas une fente plus compliquée, que ce soit une fente d'un seul côté ou une fente des deux côtés. Pourquoi? Parce que quand on va refermer, ça va être plus symétrique parce que c'est des deux côtés. Alors que quand c'est juste d'un côté, on tire d'un côté pour amener la lèvre, donc la lèvre est souvent plus asymétrique sur le plan esthétique, si vous voulez. Donc, dans l'idéal, on voudrait faire des examens en plus, vérifier les chromosomes du bébé par amniosynthèse, faire une IRM, c'est-à-dire une vérification du cerveau. À l'échographie, moi, j'ai rien vu de spécial, mais c'est pour être encore plus sûr, parce que ça nous montre quelques petits détails en plus que ne voit pas l'échographie. On est complémentaires.
Aujourd'hui, le bec de lièvre se répare bien et ne justifie pas d'interrompre une grossesse. Mais le fœtus de cette jeune femme est porteur, lui, d'une double fente qui s'accompagne parfois d'une malformation cérébrale. Si l'IRM demandé par Edith Vuillard révèle la présence d'une telle anomalie, la question de l'avortement sera posée. Alors, on va avancer, vous allez presque ressortir de l'eau. On va regarder ce que ça donne. Ça va pas mal, je sens mieux que... Ah bah oui, mais c'est plus rapide. Ouais, c'est plus aussi. rapide. Par contre, je n'ai pas remarqué que c'était jumeau. Je n'ai pas écrit. Oui. C'était jumeau. Je vais trouver là, comme on fait que le 1. C'est un beau truc, un beau marquage. Ça doit aller bien pour nous. On fait la petite série, on fait une diffusion, on arrête. Bon. Là, on a regardé l'examen et il n'y a rien de particulier. L'examen est normal. Il n'y a pas d'anomalie, on ne peut pas garantir un examen normal. Mais du point de vue dans le cerveau, il n'y a rien. Les mesures sont normales.